C'est les querelles d'amoureux, ça vous êtes mariés, vous êtes jamais disputé avec votre femme, vous? Oui, mais jamais à coup de fer à souder. C'est parce que vous êtes pas bricoleur. En tout cas, Félix, il ne reste pas moins qu'elle ne veut plus vous voir. Ce matin encore, on était dans les bras l'un dans l'autre, à roucouler comme deux pigeons qui chaînent d'amour temps. Félix, joyeux Noël fait. Ah Bonjour à tous et bienvenue dans La Quinzaine, le podcast qui toutes les 2 semaines vous parle avec passion de l'actualité cinéma. On en est déjà à l'épisode 8 et donc c'est le premier épisode de la nouvelle année 2018. Je suis toujours Jacques et je suis entouré d'Ambroise. Salut Ambroise. Bonjour Jacques et bonne année. Et de Camille. Salut Camille. Salut Jacques et bonne année à vous aussi. Voilà, donc on en profite tous les trois pour vous souhaiter une bonne année à tous et surtout plein de bons films pour l'année 2018. Pour bien commencer cette nouvelle année, on vous a réservé un petit programme spécial pour cette première émission, parce qu'on va faire un tour d'horizon des films qu'on a préférés en 2017, mais aussi les films que l'on a beaucoup moins aimés. Et non, Ambroise, on ne parlera pas de Justice League une nouvelle fois dans cette émission, merci. Le principe est simple, parce qu'on va donner chacun à tour de rôle nos 3 films préférés de l'année. On va donner un flop aussi, en tout cas le film qui nous a le plus déçus. On a décidé de ne pas prendre trop de films que l'on avait critiqués déjà durant cette année, histoire de vous faire un peu des avis inédits pour ce nouveau podcast numéro 8. Donc on va enchaîner tout de suite, parce qu'on a un programme assez chargé aujourd'hui. Ambroise, c'est quoi le premier film dont tu voulais nous parler aujourd'hui ? Alors je vais vous parler d'un film que j'ai beaucoup aimé et qui est passé totalement inaperçu, qui a fait 70 000 entrées, qui est sorti en tout début d'année 2017. Le film s'appelle Quelques minutes après minuit, Monster Call en anglais, et c'est réalisé par Juan Antonio Bayona, qui est un réalisateur espagnol, qui avait réalisé auparavant L'Orphelinat, qui est également un très bon film, qui est un film espagnol qui avait gagné tous les Goya, donc l'équivalent des Césars. Et donc Quelques minutes après minuit, c'est une histoire assez classique d'un petit garçon qui vit seul avec sa mère, et sa mère est atteinte d'un cancer, et en fait ce petit garçon se réfugie dans un monde imaginaire avec un monstre qui l'appelle tous les soirs, donc quelques minutes après minuit, et qui va lui raconter 3 histoires qui va lui permettre en fait de faire le deuil de sa mère qui est mourante. Et donc en fait c'est un film qui parle de plusieurs thèmes, donc le terme du deuil, la perte d'un parent, l'isolement, et comment l'imaginaire permet d'être une échappatoire par rapport à la situation difficile que vit ce petit garçon. Là où le film me plaît énormément, c'est que c'est un film qui est vraiment... en fait, c'est un film qui est très fort. Quand je suis allé le voir au cinéma, c'est rare qu'à la fin, j'ai vu tous les gens quasiment qui pleuraient dans la salle. Moi, j'ai pas pleuré parce que forcément, je suis un bonhomme. Mais c'était vraiment un film qui est très émouvant. Et c'est un film qui est assez déroutant parce que, en fait, il s'adresse pas aux spectateurs tant sur un parti intellectuel, mais plus vraiment sur un parti pris totalement émotionnel. Et là-dessus, il est extrêmement fort. Et c'est un film qui m'a énormément plu parce que c'est un film qui nourrit, c'est un film qui vraiment t'apporte émotionnellement. En plus, il y a un excellent casting. Donc, il y a le petit garçon qui s'appelle Lewis McDougall, très difficile à dire. Et il y a d'autres personnes qui sont plus connues. Il y a Felicity Jones, qui est donc l'actrice principale de Rogue One. Il y a Sigourney Weaver, que je présente même pas. Et il y a Liam Neeson, qui prête sa voix au monstre en question, et on connaît tous la voix de Liam Neeson, et ça donne une présence extrêmement forte au monstre. Donc voilà, c'est un film qui donc a fait 70 000 entrées, qui a été un énorme bid, personne n'en a parlé, mais je tenais vraiment à en parler, et vraiment si les gens ont l'occasion de le voir, s'ils veulent voir un film hyper émouvant, hyper immersif et hyper bien fait, allez voir, enfin essayez de trouver un moyen de voir Quelques minutes après minuit, je le dis vraiment. Ouais. Tu voulais nous en parler en premier parce que c'était ton film préféré de l'année ou... Ah non, je voulais y aller crescendo en fait, et moi mon film préféré de l'année c'est Baby Driver, mais j'en parlerai tout à l'heure. T'en parleras après. Ça marche. Camille, toi, ton premier film ? Du coup, moi par contre, je les mettrais dans l'ordre du premier au troisième, même si c'est un peu confus du coup. Mais clairement, j'ai bien envie de voir du coup Quelques minutes après minuit, que j'avais pas du tout vu, comme t'as dit, du coup, un peu confidentiel. Non mais clairement, mais ça m'a donné envie. Mais du coup, moi en premier, je mets Get Out, qui a été écrit et réalisé par Jordan Peele, donc c'est son premier film, et c'est brillamment réussi pour un premier film, donc c'est l'histoire d'un jeune photographe noir, donc à l'heure actuelle, qui vit avec sa copine blanche et qui accepte de passer un week-end chez les parents de sa copine, qui sont des grands propriétaires, donc grande maison, grand domaine, etc. Et qui font une réception avec leurs amis. Et petit à petit, l'atmosphère devient de plus en plus étrange, voire inquiétante, et à la fin pas mal horrifique, à vrai dire. Ouais. Et donc, je trouvais que c'était un film très très habile dans la manière dont il montre le racisme aux États-Unis à l'heure actuelle, que ce soit un racisme condescendant un peu paternaliste ou un racisme violent et de rejet.
Et surtout, j'ai trouvé hyper drôle en fait. T'as un humour noir, sans mauvais jeu de mots, qui est, qui est incroyable. Ouais. Surtout au début du film. Hein. Le début est très très drôle et puis ensuite ça bascule vers l'horrifique. Ouais, clairement. Mais même à la fin, ils arrivent toujours à prendre un contre-pied qui fait que c'est pas un film d'horreur, c'est pas une comédie, c'est constamment entre les deux. Et donc voilà, pour vraiment un premier film, je trouvais ça très très impressionnant. Ouais, bon. Moi, pour le film dont je voulais parler, le premier film, je vais faire comme toi, Camille, je vais parler de mon film préféré de l'année, et je vais parler pour ça de Moonlight. Alors, c'est pas très original, parce qu'il a eu l'Oscar du meilleur film l'année dernière, et je l'ai vu il y a pas très longtemps, finalement. Je l'ai découvert il y a 2-3 semaines, et j'y allais vraiment reculant. C'est pas le genre de film qui me plaît théoriquement, c'est-à-dire je m'attendais à voir un film très misérabiliste, qui parlait avec un personnage quand même qui cumulait les handicaps. Enfin, on va dire qu'il est noir, sa mère est droguée, il vit dans le ghetto, il est homosexuel, etc. Et pour moi, c'est pas le genre de film qui me plaît au premier abord. Et au final, j'ai découvert que c'était traité avec beaucoup de finesse, que on a un personnage principal qui est presque mutique pendant tout le film, un personnage principal que l'on suit à 3 étapes différentes de sa vie, quand il est jeune, quand il a 8-9 ans, ensuite quand il a 15-16 ans, et quand il a 24-25 ans, et en fait on découvre un peu sa quête de personnalité, il se découvre homosexuel au fur et à mesure, etc. Et ce personnage mutique, finalement, on en apprend assez peu sur lui à travers sa parole, et c'est toujours les personnages secondaires qui le font se découvrir, que ce soit son père adoptif dans la première partie, ensuite le compagnon qu'il se trouve et qu'il retrouve dans la dernière partie. Enfin, c'est vraiment un très beau film, et pour moi c'était une vraie surprise parce que je pensais que c'était un film à Oscar, tout ce qu'il y a de plus classique, un film un peu larmoyant, etc. Et non, c'est un vrai beau film, et c'est un film à voir surtout même si vous n'êtes pas fan de ce genre de film. Ambroise, on va passer à ton numéro 2. Alors, mon numéro 2, c'est un film qui est un peu moins passé inaperçu que celui dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est donc le 3e volet de La Planète des Singes, donc La Planète des Singes Suprématie, réalisé par Matt Reeves. Alors, on a beaucoup évoqué du coup les suites, les préquels, les machins, tout ce qui se faisait. Et en fait, la trilogie de La Planète des Singes, donc qui raconte comment les singes sont devenus les habitants principaux de la Terre, eh bien, pour moi, c'est une réussite totale parce que j'ai aimé le premier, j'avais beaucoup aimé le deuxième, et le troisième, pour moi, c'est vraiment le meilleur de tous. C'est vraiment du grand cinéma. C'est vraiment l'aboutissement, la maturité du concept de la motion capture. Donc c'est des acteurs dont on enregistre numériquement les émotions. Et donc il y a Andy Serkis qui est connu pour avoir fait Gollum, pour avoir fait King Kong, et il a aussi fait Snoke dans le dernier Star Wars. Et donc là il joue le rôle de César, donc qui est vraiment un personnage totalement mythologique, qui est un peu le messie justement des singes, et il fait face à Woody Harrelson qui est également un immense acteur, et le duel entre les deux il est incroyable. Le film, malgré le fait qu'il prend des schémas qui sont connus, il réussit quand même à être inattendu. Il est très beau visuellement, il est très fort émotionnellement, et voilà, c'est vraiment rafraîchissant de voir des blockbusters comme ça, qui sont des films intelligents, qui sont pas putassiers, qui sont totalement honnêtes du début jusqu'à la fin, et c'est pour ça que vraiment je voulais défendre celui-là. Et en plus c'est un film qui est divertissant. Après il y a quelques défauts, j'adhère pas forcément à la fin du film, mais globalement je trouve que c'est quand même une immense réussite, et je tiens à saluer ça quand on voit le type de blockbuster auquel on a affaire globalement en général. En plus c'est un film qui est vraiment bourré de références. Moi quand je l'avais vu, il fait beaucoup de références aux films de guerre, etc. Genre de western, ouais, c'est ça. Les films de western, il y a toute une phase où en fait les singes recueillent une petite fille aussi, ce qui me permettra aussi de parler de mon prochain film, de mon prochain top juste après. Exactement, avec une petite fille. Et toute cette phase là, quand les singes recueillent la petite fille, j'ai trouvé vraiment très 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 émouvante. Et pareil, c'est encore une petite fille qui est muette, parce qu'en fait dans le film les humains deviennent muets au fur et à mesure, ils perdent la parole et ils se rapprochent de plus en plus. Les singes eux gagnent la parole. Voilà, alors que les singes deviennent eux de plus en plus intelligents, et les deux se rapprochent, et même dans le conflit qui se fait entre les deux, entre les humains et les singes, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre les animaux et les humains, et c'est pour ça que je l'ai trouvé vraiment très très beau. Ouais, et juste pour ajouter aussi, par rapport à ce que tu as dit, c'est très intéressant. J'avais lu une critique du film qui faisait le parallèle en fait entre ce qui a été fait dans ce film-là et toutes les références au grand cinéma américain d'avant, mais au cinéma de John Ford, et même parfois le cinéma muet, parce que c'est vraiment un film qui se construit sur l'image, sur les regards, et pas sur les dialogues, ce qui est hyper important, parce que comme tu le dis, les humains deviennent muets, donc en fait tout joue sur les regards, et les singes parlent, mais
pas tant que ça au final. Et voilà, il y a une introduction où pendant un quart d'heure de film, il n'y a pas un seul dialogue. Et les singes, même des fois, quand ils parlent entre eux, ils parlent en langage des signes. Et voir ça, alors qu'on a des films, des blockbusters hyper bavards comme Justice League. Et là, voir... Rien que le fait que les 15 premières minutes soient quasi muettes, je trouve ça hyper couillu et rien que pour ça, j'ai vraiment envie de défendre ce film. Ouais, et puis c'est une prouesse technique aussi, quoi. C'est les plus beaux effets spéciaux de l'année que j'ai vus, largement. Bon, Camille, si ça t'emmerde pas, je vais en passer tout de suite à mon deuxième film qui se raccroche. Je t'en prie. Merci Camille. C'est avec plaisir. Qui se raccroche un petit peu à celui d'Ambroise dont il vient de parler. Moi, je voulais parler aussi de Logan aujourd'hui. Et en fait on reste pour moi encore une fois dans l'histoire d'un vieil homme guerrier avec une petite fille, sauf que Logan c'est réalisé par James Mangold et ça parle de Wolverine et c'est le crépuscule de Wolverine. On suit en fait un Logan retiré dans le Nouveau-Mexique avec un professeur Xavier complètement malade et en fait Logan se retrouve à devoir faire un road trip avec une petite fille pareil qui ne parle pas et c'est un film aussi moi qui m'a fait penser à beaucoup de westerns que j'ai trouvé absolument incroyable au niveau de la photographie. Et pour moi, c'est sans doute le meilleur film de super-héros depuis les Dark Knight. Tout simplement, j'ai pris mon pied devant ce film-là, et le fait que ce soit une histoire qui se termine, alors après, je sais pas, je suis pas un expert au niveau des X-Men, etc., et je sais pas si ça rentre vraiment dans le canon de la mythologie X-Men, etc., mais en tout cas, pour moi, c'est un film qui est absolument magnifique, et c'est une histoire qui se termine, et qui se termine magnifiquement bien. Et j'ai été impressionné vraiment par ce film-là, en sachant que James Mangold ne sort pas non plus de nulle part, c'est le mec quand même qui a réalisé 3h10 pour Yuma, qui a réalisé aussi Walk the Line, le biopic de Johnny Cash avec Joaquin Phoenix. Et pour moi, rien que de voir un bon film de super-héros, eh ben j'étais convaincu déjà. Rien que ça, j'étais convaincu. Et au-delà d'être un bon film de super-héros, pour moi, Logan, c'est tout simplement un bon film aussi. Ambroise, je te vois faire une petite tête. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est un bon film. Mais après, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une hype qui était un peu démesurée sur ce film. Je suis d'accord avec toi, c'est un bon film et tout. Mais en fait, j'ai l'impression que ce soit la saga des X-Men ou même la saga des super-héros en général avec Marvel et puis d'autres films que je ne citerai pas, en fait, tout était tellement nivelé vers le bas que le fait juste de voir un film assez correctement écrit, assez correctement joué et puis aussi violent. Ce qui est bien, c'est que voilà, il y a de la violence, mais c'est pas de la violence gratuite, c'est toujours de la violence qui amène l'émotion et qui est apportée par quelque chose. Et pour ça, oui, le film est louable, mais après, je trouve qu'il y a quand même énormément de défauts dans le film. Il y a un double maléfique qui se crée à un moment que je trouve complètement raté. Il y a pas mal de scènes que je trouve un peu lourdes, mais c'est vrai que globalement, et c'est vrai que le parallèle avec La Planète des Singes est intéressant. Ça reste quand même, oui, un bon film, et notamment par rapport à ce qui se fait sur les films de super-héros globalement actuellement. Et tu vois, on en avait déjà parlé dans nos précédentes émissions, des meilleurs choix de casting possibles. On en a parlé avec Harrison Ford notamment dans le rôle de Han Solo. Et moi, dans ce film-là, dans le film Logan, c'est là où je me suis dit, il n'y avait pas de meilleur Wolverine que Hugh Jackman. Oui. C'était pas possible, c'était l'acteur qu'il fallait et il n'aurait pas pu y en avoir un autre parce que ce mec-là est parfait en fait là-dedans. Oui, mais clairement, mais après, oui, voilà, mais après on a eu que Hugh Jackman dans Wolverine, donc c'est assez dur à dire et que c'est en soi pas un mauvais acteur, mais à mon avis, il y aurait pu y avoir plein d'autres Wolverine et possibilités de Logan. Non, tu mens, Camille, tu mens. Moi, ouais, justement par rapport à ce que tu dis, Camille, je pense que là où on peut quand même dire qu'il a vraiment réussi à porter le rôle, c'est que c'est quand même, je pense, assez difficile de passer après lui après ça. Après ce qu'il a fait pendant 15 ans, s'il doit y avoir un autre Wolverine, je me demande qui serait capable d'assumer comme lui il l'a assumé pendant autant de temps. Et après, tous les X-Men, c'est pas des bons films, hein. Il y en a même très peu qui sont vraiment très bien, hein. Mais globalement, lui, à chaque fois qu'il y était, il assumait quand même bien le rôle. Ouais, et comme tu disais, c'est aussi parce qu'il y a eu tant de mauvais X-Men, etc., que celui-là nous apparaît sans doute très très bon. Ouais, clairement. Mais au-delà de ça, moi j'ai envie de passer sur ses faiblesses, sur les faiblesses du film. Ouais. Quoi. Quand tu dis le double maléfique qui arrive, etc., à la fin, effectivement, parce que pour moi, la fin, elle est parfaite. Pour moi, la fin du film, elle est parfaite. C'est d'ailleurs le meilleur film de tous les temps. Elle est tout simplement parfaite. Genre, c'est une histoire qui se termine et on va pas spoiler parce qu'on essaye de donner envie aux gens de les regarder aujourd'hui dans cette émission. Mais pour moi, la fin est magnifique et c'était limite si je versais pas ma petite larme alors que voilà, on parle d'un Logan, on parle d'un X-Men quoi. Bref. Je suis pas d'accord avec toi, mais pourquoi pas. Ouais, moi non plus. Je l'avais fait bien aimer, mais pas à ce point non plus. Mais moi, je vais rester sur, de toute façon, racisme aux États-Unis. C'est devenu le créneau et je vais reparler d'un film dont on avait parlé il y a quelques mois. Donc c'est Détroit, réalisé par Catherine Bigelow, donc qui était déjà à l'origine de récemment Des Mineurs ou Zero Dark Thirty.
Et donc, joue dedans John Boyega, qui est donc maintenant bien connu pour son rôle dans Star Wars. Et donc, ça raconte l'histoire des émeutes raciales à Détroit en 1967, et en particulier un incident qui est devenu assez connu dans l'histoire américaine, qui est l'incident de l'Algiers Motel, donc en juillet 1967, où des policiers vont torturer physiquement et psychologiquement un groupe de Noirs dans un motel, et ce qui donne dans le film une scène marathon un peu à 45 minutes et de laquelle on ressort vraiment marqué. Enfin, je sais que moi j'avais vraiment du mal à parler après pendant quelques temps, le temps que ça se processe un peu. Et on retrouve un peu la même volonté de réalisme et presque documentaire qu'on avait déjà dans Des mineurs par exemple. Et c'est surtout ce que montre le film, c'est la violence systématique et institutionnalisée entre l'impunité des policiers et la souffrance des Noirs américains. Et vraiment la scène et la violence de cette scène de 45 minutes là dans le motel m'a profondément marqué. Genre, c'est peut-être la scène la plus intense que j'ai vue cette année, c'est sûr, et sûrement ces quelques dernières années. Ouais. On en avait parlé dans l'épisode 5 ou 6, je sais plus effectivement, puis on avait tous beaucoup aimé ce film-là, qui avait été une claque pour grosso modo tout le monde, quoi. Enfin, vraiment très très réaliste, avec filmé un peu façon caméra à l'épaule, et on sentait... Caméra à l'épaule maîtrisée. Caméra à l'épaule maîtrisée. Nuance extrêmement importante. Oui, c'est pas Cloverfield. Exactement, c'est pas Cloverfield, et puis on sentait l'expérience de Catherine Bigelow sur les films de guerre, et en fait elle filmait les émeutes comme une véritable guerre urbaine. C'était vraiment un film très très marquant. Juste pour dire un truc là-dessus, on en avait déjà parlé dans l'émission, mais voilà, il y a eu les Golden Globes la semaine dernière, et il y a même pas eu, enfin je sais même pas s'il y a eu des nominations et tout pour ce film. Je trouve que c'est un énorme scandale, quoi. Enfin vraiment. Après, j'ai pas vu les autres films, mais que le film ait rien eu du tout, même pour John Boyega, pour sa performance, que Catherine Bigelow ait même pas été nominée, je trouve que c'est un énorme scandale. Même le petit jeune, hein, celui qui joue le flic là, celui qui joue le flic, je sais plus comment il s'appelle. Will Poulter, qui était pareil, incroyable dans la tête du méchant, dans la peau du méchant avec une tête de bébé. Clairement. Mais je pense qu'en 2017, si on prend du coup Get Out, qui analyse ce qui se passe aujourd'hui, et Détroit qui analyse du coup une vision du passé, et Moonlight qui analyse du coup les différentes discriminations que peut subir la même personne, on a une photographie assez compréhensible et réaliste, je pense, de ce que c'est qu'être un noir, ou dans tous les cas discriminé aujourd'hui aux États-Unis. Ouais, c'est clair. Et c'était assez compliqué de faire un retour 2017 sur le cinéma sans parler de ces trois films en fait, qui étaient vraiment hyper marquants. Et on sent qu'il y a eu un certain tropisme cette année vis-à-vis de ce type de film. Mais c'est des films de Trump, on a presque envie de dire que c'est grâce à Trump. Ouais, merci à lui, merci à lui de nous. Ça lui, on a eu des bons films. C'est ça. Mais un petit peu quoi, Des films engagés surtout. Des films engagés et importants quoi. Genre important et pas fake en fait, j'ai envie de dire. C'est pas des films qui se limitent juste à la cause qu'ils portent. Il y a une vraie, il y a pas de démagogie en fait. Il y a pas d'aspect où voilà on dit oh regardez comme c'est mal le racisme et comme les racistes sont méchants. Non, les films vont beaucoup plus loin que ça. C'est beaucoup plus intéressant. Il y a une ambivalence et c'est ça qui fait que c'est des bons films. Ouais, clairement. Ambroise, si j'ai bien compté, on va arriver à ton film préféré de l'année, je crois, vu que tu l'as fait à rebours. Voilà, exactement, pour créer une attente. Mais voilà, enfin ouais, c'est bien gentil tout ce qu'on a dit depuis le début, mais le meilleur film de 2017, sans aucune contestation possible, c'est Baby Driver d'Edgar Wright. Et d'ailleurs, je m'en veux beaucoup parce que je l'ai même pas vu en salle à ce moment-là. Donc je l'ai vu dernièrement, en ayant acheté le DVD, bien évidemment. Du coup, c'est pour moi le meilleur film de l'année parce que c'est l'un des meilleurs films en termes de mise en scène, en termes de thématique, en termes de casting et surtout en termes de musique, vu que c'est un film musical. C'est donc le principe du film Playlist avec donc une musique qui suit tout le long, écoutée par son personnage principal. On avait vu ce procédé dans Les Gardiens de la Galaxie, sauf que là c'est quand même beaucoup mieux. Et voilà, donc Edgar Wright, c'est un réalisateur britannique qui a réalisé la trilogie Cornetto, donc avec Shaun of the Dead, Hot Fuzz. Et voilà, moi j'adore le film parce que rien que les 15 premières minutes, on a une scène de course-poursuite après un braquage qui est juste l'une des meilleures scènes de course-poursuite depuis Mad Max Fury Road. Ensuite, on a un
plan séquence d'introduction du personnage principal qui est vraiment mais éblouissant, et tout le film est super bien filmé. Les scènes d'action, elles restent lisibles, et en même temps on comprend toujours les enjeux. Il y a un travail qui est fait au niveau du découpage en termes du rythme. Tout est accordé en fait avec la musique qui est donc intradiégétique au film, qu'écoute le personnage principal en permanence, et voilà, il y a des ruptures de ton qui sont faites par rapport à la musique et à la situation, mais en même temps là où c'est très fort, c'est que tous les bruits, que ce soit les bruits de pas, les bruits je sais pas, de billets par exemple qui sont frottés, tout est fait en rythme par rapport à la musique, et même les dialogues. Et là aussi où ça me plaît, c'est que c'est un film où il n'y a pas énormément de dialogue, vu que le personnage principal est quasi muet, un peu comme ça pouvait être le cas de Ryan Gosling dans Drive, et il a un acouphène pour être précis, et en fait il n'y a pas énormément de dialogue, mais tous les dialogues sont des punchlines. Il y a un casting de malade. Il y a l'acteur principal qui avait joué dans des films pour adolescentes avant, qui s'appelle Ansel Elgort. Il y a John Hamm qui est l'acteur principal de Mad Men. Il y a Kevin Spacey qui, au-delà du fait d'être un harceleur, est aussi un très bon acteur quand il le veut, et voilà. Tu vas avoir des problèmes. Ça a balancé son port, et non, et voilà, je conseille aux gens de voir ce film s'ils l'ont pas vu, et s'ils l'ont vu, bah revoyez-le, parce que moi je l'ai vu 2 fois en une semaine, et les 2 fois ça a été une énorme claque, quoi. Donc voilà, Baby Driver, meilleur film de l'année de loin, et meilleur film tout court depuis Mad Max Fury Road. Moi je l'avais vu, j'avais beaucoup aimé aussi Baby Driver. J'aimerais juste nuancer sur 2 petits points. L'acteur principal que j'ai trouvé un peu insipide, ou en tout cas pas à la hauteur du rôle qu'il avait. Moi je trouve qu'il tient le rôle justement. Après il joue le rôle d'un autiste, c'est assez difficile à jouer, mais moi non plus je suis pas hyper fan de l'acteur, mais je trouve que dans ce rôle là, et c'est là que tu te rends compte que Edgar Wright est un super réalisateur, puisqu'il l'utilise à la perfection. C'est ça aussi qui fait les bons réalisateurs, parce que même quand ils sont des acteurs qui collent pas forcément au rôle, à travers la façon dont ils les filment, dont ils les mettent en avant, et bien ça marche, et dans ce cas là je trouve que ça marche. Ouais, mais c'était pas non plus la catastrophe, mais je trouvais que ça aurait peut-être été meilleur avec un autre acteur. Enfin il me semblait pas à la hauteur, et plus la fin où ça partait un petit peu en couille. Ça part un peu en couille, et notamment Kevin Spacey qui arrive un peu parfois comme un cheveu sur la soupe. Il arrive jamais comme il y a une c'est génial, et justement comment ça se termine pour lui, sans spoiler, j'ai trouvé ça hyper Comment tu veux faire? Je sais que ça se termine pour lui. à la fin, quand ça se termine pour lui, bah justement ça change par rapport, enfin on s'attendait pas à ça, et c'est une espèce de mini surprise la façon dont il se comporte, et ça rend le personnage beaucoup plus intéressant et beaucoup plus profond que ce qu'il était à la base. Camille, toi tu l'as vu? Je l'ai pas vu, mais j'ai vu je crois tous les autres films d'Edgar Wright, et c'est vraiment un des réalisateurs que je préfère de tous, mais vraiment dire la trilogie là c'est juste du génie, parce que Scott Pilgrim aussi c'était une des comédies américaines les plus improbables que j'ai vues, et qui était vraiment très très drôle. Non, pour moi c'est quelqu'un qui a vraiment du génie dans le montage et la manière d'agencer les plans, qui en plus est très bon scénariste, et qui a constamment des idées mais totalement farfelues, le dernier bar avant la fin du monde, des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, c'est tout le temps improbable, et j'adore. Hyper intéressant en interview en plus. Je vous conseille de lire quelques-unes de ses interviews, parce que c'est un mec qui est bourré de références et de culture. Genre vraiment, il est impressionnant. Il te sort 3 films à la ligne par ligne dans ses interviews, c'est impressionnant. Mais c'est pour ça, juste un dernier mot là-dessus, c'est qu'on parle beaucoup de mise en scène globalement, parce que c'est toujours important, mais là il y a 5 idées de mise en scène à la minute, quoi. Je vois plus d'idées de mise en scène dans 10 minutes de Baby Driver que dans la plupart des films que j'ai vus cette année. Camille, tu veux enchaîner avec ton 3e film? Ouais, du coup moi ce sera Okja, qui a été réalisé par Bong Joon-ho. Je m'excuse d'avance pour la prononciation du coréen, mais du coup qui était déjà le réalisateur de 2 films que j'avais beaucoup aimés, qui étaient The Host au milieu des années 2000, si je me souviens bien, en 2006, et Snowpiercer, donc ça il y a quelques années, et qui est une des grandes stars de la réalisation sud-coréenne, et qui là signe un film américano-coréen, au pitch assez improbable. Là aussi on dirait un peu une blague. Donc c'est la Mirando Corporation qui crée 26 super cochons d'Inde, et qui sont absolument improbables mais magnifiques, et les répartit dans le monde, et Okja est l'un d'eux. Il est désigné comme le meilleur, et il sera donc la base de la nouvelle espèce qui sera élevée pour être à manger dans le monde entier. Et une petite fille qui s'appelle Mija, qui a grandi avec, va alors essayer de le sauver avec l'aide du front de libération des animaux. C'est improbable. C'est absolument improbable, mais c'est juste génial. C'est très très bien joué, c'est magnifiquement réalisé, et ça aborde de manière très fine et intelligente la question
question du traitement animal et de l'omniprésence capitalistique, on va dire, dans tous les aspects de la vie. Donc c'est un film très engagé qui propose une alliance assez intéressante entre le film fantastique et le film politique, mais tout comme le faisait déjà Dio sur la question de la pollution urbaine ou Snowpiercer sur les questions de société, de progrès et de la dictature plus ou moins. Ouais, de classe sociale. De classe sociale, c'est ça. Et il y a vraiment des scènes de toute beauté. L'épilogue est vraiment magnifique de retenue, alors que tout le reste du film est hyper dynamique et assez proche d'un film d'action presque. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il a fait un gros scandale à Cannes. Il a été hué lors de sa première projection parce que c'était le premier film proposé à Cannes qui est distribué par Netflix. Ouais. Donc on ne pouvait pas le voir au cinéma, mais le voir directement chez soi. Un petit Exactement. corporatisme peut-être derrière tout ça, quoi. Ouais, clairement, clairement, mais c'est signe d'une grosse hypocrisie, puisque ce qui change, c'est pas tant le format, mais le distributeur. Donc c'est vraiment une manière. Si ça avait été pas à Canal, c'était pas beaucoup mieux dans tous les cas. Et on ne nomme personne. Et surtout, ça montre. C'est un film un peu charnière, puisqu'il montre exactement quelques-uns des grands enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui au niveau mondial. Il les montre de manière très fine, et en même temps, lui-même, le film est un objet hybride. Il est entre le fantastique et le politique. Il est un film, mais en même temps, il est distribué sur Internet. Enfin, il représente vraiment, je pense, ce que pouvait être 2017 en fait, une année charnière. Ok. Et moi, du coup, pour finir avec ces tops de l'année, je vais vous parler de Dunkerque. Pour moi, il fallait quand même en parler cette année parce que ça reste un Christopher Nolan, ça reste un réalisateur que j'adore. Et voir un Christopher Nolan qui fait tout ce qu'il sait faire de mieux en 1h30, ça fait aussi du bien. Lui qui était habitué à des films énormes, et là il arrive à nous pondre un film de guerre qui tient 1h30, 1h40 il me semble. Quelques stars, très très peu de dialogue, ce qui est encore une fois assez étonnant. Une musique absolument incroyable, un film en gros qui se déroule durant la Deuxième Guerre mondiale et qui raconte comment est-ce que plusieurs dizaines de milliers de soldats britanniques et américains se retrouvent bloqués sur la plage de Dunkerque, et comment est-ce qu'ils cherchent à s'échapper par tous les moyens. Durant le film, en fait, on suit le destin et ses quelques jours sous l'angle d'un soldat à pied qui est sur la plage, sous l'angle d'un pilote qui est en fait Tom Hardy, que j'adore, et rien que pour ça, il méritait d'être dans le top 3, et sous l'angle d'un naufragé qui est recueilli par un jeune anglais par un vieil anglais qui décide de passer la Manche pour aller sauver des soldats britanniques. Et moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Et je l'ai trouvé vraiment incroyable, et j'en suis ressorti un peu bouleversé aussi. Une petite claque en ressortant quand même de ce film-là. C'est pas ce à quoi Christopher Nolan nous avait habitués, ça change de ses thématiques habituelles, et pourtant on retombe un petit peu sur ses mindfuck habituels avec le temps, tout le montage parallèle. Exactement, le montage parallèle. Et sauf que j'avais peur qu'il se perde un petit peu à la moitié du film avec ça. Et non. Enfin, pour moi, il se perd pas totalement. Et ça reste un vrai bon film cette année, un vrai grand film de guerre, un des meilleurs films de guerre pour moi de ces dernières années. Clairement. Mais ce qui m'avait le plus marqué dans ce film, j'avais pas ressenti ça depuis Il faut sauver le soldat Ryan, peut-être, et même là je le trouvais ça plus fort. C'était le côté la guerre comme expérience, et puisque la force des bruitages, la force de la réalisation, de l'ambiance qui était créée était assez impressionnante, et on en ressortait vraiment pas semblable qu'au début, quoi. Un vrai sentiment d'oppression dans la salle de cinéma quand il y a des scènes de bombardement sur la plage, etc. Et des choses effectivement que depuis la première scène du Soldat Ryan on n'avait pas vu en fait. Ouais. Et c'était véritablement impressionnant. Ou alors la scène quand ils sont dans le bateau, sans spoiler encore une fois, mais quand ils sont bloqués dans le bateau, vraiment des scènes absolument incroyables d'oppression, d'ambiance, un travail sur le son absolument ouf.
Ambroise? Ouais, moi je suis d'accord avec toi et moi ça m'a vraiment fait plaisir parce que au final Interstellar, qui était le dernier film de Nolan, ça avait été une semi-déception pour moi, mais après en proportion parce que je suis un grand fan de Nolan. Et c'est vrai que de le voir là dans un film un peu plus épuré et avec des thématiques assez différentes de ce qu'il a pu faire auparavant, ça m'a vraiment fait plaisir et c'est sûr que c'est un super film avec un univers sonore, donc avec la musique d'Hans Zimmer, mais également du coup comme vous avez dit le bruit des avions et tout. Et après il y a quelques défauts, par exemple la conclusion avec le montage parallèle et la voix off qui fait assez régulièrement et qui commence franchement à me fatiguer, mais c'est vrai que globalement c'est l'un des très très grands films de cette année. On va maintenant passer au moment que tout le monde attend depuis le début. Ambroise va pouvoir se lâcher enfin, là il est en train de trépigner sur le canapé depuis tout à l'heure. On va passer au moment des flops et Ambroise, je te propose, vas-y, dès maintenant, allez, dis-le ton flop. Je vais vous parler de Nocturnal Animals, qui est un film qui était sorti en début d'année, donc réalisé par Tom Ford, qui est un ancien qui travaillait dans le domaine de la mode et qui était donc un designer de vêtements et qui est donc passé à la réalisation. Et Nocturnal Animals, c'est peut-être l'un des pires films que j'ai jamais vu. C'est un film d'une prétention atroce et d'une énorme vacuité. Juste, j'ai noté quelques exemples pour dire à quel point ce film est nul. Donc comme lecteur, il y a quand même un bon casting vu qu'il y a Michael Shannon, il y a Amy Adams, il y a Jack Gyllenhaal et en fait, c'est un film qui essaye de donner une espèce de contradiction entre le côté superficiel des gens un peu bourgeois et le côté authentique des gens qui sont pauvres. Donc on voit toute la profondeur de la thématique qui est hyper intéressante. Et donc on a des dialogues comme par exemple une fille qui fait tomber son portable et qui dit « c'est pas grave, le prochain sort la semaine prochaine ». Et donc Amy Adams, en fait, elle joue le rôle d'une designeuse d'art qui lit le roman de son ancien mari. Et donc en fait, c'est une histoire parallèle vu qu'on suit en fait elle en train de lire le roman, on suit l'histoire du roman et on suit en même temps des flashbacks de quand elle avait rencontré son ex-mari qui est donc joué par Jack Gyllenhaal. Et donc en fait on voit très souvent Amy Adams qui est toute seule chez elle en train de prendre 14 douches, j'ai noté durant le film. En fait elle passe son temps soit à prendre des douches soit à lire et en fait voilà, enfin c'est de la symbolique mais d'une balourdise horrible. Par exemple à la fin elle va revoir son ex-mari et on la voit qui met beaucoup de bijoux et finalement elle dit c'est vrai que mon mari lui il était authentique, ça lui intéressait pas tant que ça les bijoux, donc elle enlève ses bijoux très très fort. Et en fait pour moi c'est juste du Aronofsky avec un trépied, ça se la raconte. Et Tom Ford globalement le personnage je le déteste vu que c'est exactement le genre de mec qui se croit auteur hyper intéressant alors qu'en fait il a rien à raconter à part le fait qu'il a un ego énorme. Ouais, j'avais vu son premier film dont j'ai oublié le titre, bref c'est pas grave. Exactement, et c'était assez affligeant aussi. Camille, à toi? Alors moi, puisqu'on parle de films en poulet et de toute façon, mais tu l'as même dit, donc moi je vais parler de Mother de Darren Aronofsky, qui avait déjà été à l'origine de Requiem for a Dream, de Fontaine, Black Swan, etc. Et qui a été une assez grosse déception, malgré, comme ton film Ambroise, un gros casting. On a quand même Javier Bardem, Jennifer Lawrence, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, et je pense que j'en oublie un ou deux, et qui se retrouvent tous dans une histoire semi-biblique et environnementaliste où la maison devient une allégorie de l'humanité. Donc j'ai absolument rien contre ce type de film, au contraire, mais sauf que là c'est totalement raté, c'est prétentieux, c'est difficilement compréhensible. Même quand on a compris, on se demande si ça valait le coup. Et donc clairement, je vais pas trop m'attarder dessus étant donné qu'on avait déjà fait un podcast dessus, mais clairement pour moi c'est la grande déception puisque j'y allais avec au contraire plutôt de la confiance et en tout cas de la curiosité, on va dire, puisque le sujet semblait ambitieux, etc. Et en fait c'est juste raté, quoi. Ouais, et si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur ce film de merde, écoutez le premier épisode de notre podcast, puisqu'on l'avait déjà chroniqué à l'époque, et on en parle pendant une demi-heure quand même. C'est ça. Mais qui a été enregistré dans un parc, donc les cris, voilà, donc les cris d'enfants, il faut les pardonner. Voilà. Même pour l'anecdote, on s'était rendu compte qu'on avait été quand même hyper indulgent sur cette émission en parlant de ce film, qui est extrêmement nul. On ne le dira jamais assez. Mais en tout cas, le podcast ne dure qu'une demi-heure, ce sera toujours mieux que de perdre 2 heures de votre vie devant Mother. Et moi, je voulais vous parler de Manchester by the Sea, et je crois que je vais me faire attraper par Camille à côté de moi. Manchester by the Sea, moi, c'est un film dont j'attendais beaucoup. Parce que j'aime beaucoup Casey Affleck, tout simplement. La thématique, le film me semblait magnifique. Encore une fois, nombreuses nominations aux Oscars l'année dernière.
Et finalement, je me suis retrouvé devant du Souk and Loach un peu chiant, larmoyant, le mec avec plein de problèmes. Bon, c'était assez peu intéressant, des scènes beaucoup trop longues, notamment une scène quand ils se retrouvent devant une poussette, tous les deux dans un coin avec son ex-femme, etc. Ça va, franchement c'était too much, je me suis fait chier pendant 2 heures et c'est parce que, pour le coup tout à l'heure je parlais du style de film à Oscar un peu prétentieux, un peu niais, où il se passe pas grand chose et puis sauf que les personnages sont vrais, sont nature, et donc forcément c'est des films qui vont gagner des Oscars, bah là pour moi on est totalement dedans. C'est-à-dire qu'on parle de pauvres, on parle de petites gens et forcément ça plaît. Bah oui ça plaît, on parle pas, voilà. Et donc clairement je me suis fait chier tout simplement. Camille ? Alors moi au contraire j'avais beaucoup aimé, bon pas assez dans tous les cas pour le mettre dans mon tome 3, même si ça aurait été marrant du coup de pouvoir en parler. 2h17. Il était un peu long, mais j'avais beaucoup aimé parce que je le trouvais très sensible en fait, et j'aime particulièrement le jeu de Casey Affleck, qui est de toute manière dans pas mal des films joue à peu près de la même manière. Enfin il est pas très très expressif non plus, et c'est pas ça le problème. Ah non, c'est pas ça. Mais du coup, donc moi au contraire, je le trouvais touchant, sensible, et clairement, j'ai un souvenir d'un film long, mais j'avais vraiment beaucoup aimé. Trop de moments chiants. Moi j'ai surtout un souvenir des scènes où il y a Casey Affleck qui sort les poubelles et qui recure des chiottes pendant 10 minutes, puis après il va faire du bateau pendant un quart d'heure. Enfin, bref, c'est pas ce qu'on a envie de voir. Enfin, moi j'étais vraiment très très en colère quand je l'ai vu, et j'ai détesté ça. Peut-être parce que j'en attendais beaucoup aussi, mais vraiment j'étais. Peut-être que c'est un film qui t'a mis en face de ta propre complexité et de tes propres traumatismes. Exactement. Parce que je trouve au contraire que c'était assez intéressant la manière dont du coup était abordée la question du deuil, la question des erreurs qu'on peut faire, Attends, c'est même pas une erreur. C'est pas une erreur qu'il a fait, c'est la connerie de sa vie. Enfin, bref, on va pas tout dire, mais on peut même pas parler d'erreur là. Oui, d'accord, c'est pas une erreur. Oui, mais peut-être que les gens, non, mais du coup, voilà, c'est une opinion divergente sur Manchester. Voilà, exactement, et on va finir là-dessus. On espère que ce petit top et ces petits flops vous ont plu et vous ont déjà donné plein de bonnes idées à regarder pour ce début d'année 2018. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, SoundCloud, Facebook. On se retrouve donc dans 15 jours. Merci à Clément à la technique, merci à Ambroise et merci à Camille. Et je n'arrive pas à lire ce que tu me dis, Camille. Est-ce que tu peux le dire au micro tout simplement ? Eh bien, vous pouvez tout simplement donner vos top 3 et flop 3 de l'année sur la page Facebook, SoundCloud ou YouTube, puisqu'on est aussi très curieux d'avoir vos avis. Évidemment, et on essaiera d'en parler et de parler aussi des films qui se reviennent le plus dans les commentaires. Merci à tous et puis à dans 15 jours.